Salut à tous, à l'occasion de mon anniversaire qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà, j'avais envie de revenir sur mon tout premier comics et qu'est-ce qui m'a poussé à le lire, comment je l'ai trouvé, qu'est-ce que j'en ai pensé. On va revenir sur à peu près tous ces aspects et pour une fois, c'est pas forcément une vidéo écrite, donc ça sera un petit peu plus dans le ressenti. Déjà, pour se remettre dans le contexte, à l'époque, je ne vivais plus en France, mais à l'île Maurice, pour le travail de mon père. Comme beaucoup d'autres enfants, j'adorais les jeux vidéo, j'aimais beaucoup les BD, que ce soit le journal de Spirou, le journal de Mickey, Picsou Magazine ou le Club Dorothée Magazine. Oui, celui avec ses captures d'écran dégueulasses. Et une autre chose que j'aimais beaucoup, c'était regarder les dessins animés à la télé le samedi matin. C'est comme ça que le 14 septembre 1996, oui c'est très précis, alors que j'avais 11 ans, j'ai découvert la planète de Donkey Kong avec son lot de dessins animés et parmi eux, les X-Men. J'ai été super captivé par ce dessin animé de super-héros où Jubilé, une jeune mutante, doit faire face aux Sentinelles et ne doit son salut qu'aux X-Men. C'est là que j'ai découvert les personnages de Gambit, de Serval, la confrontation qu'ils ont avec Magneto, Dents de Sabre, j'étais vraiment à fond. Une fois le dessin animé terminé, mes parents m'ont proposé de les accompagner pour aller faire les courses. Alors, faut savoir que pour faire les courses à l'île Maurice, c'est pas si simple que ça, il faut prendre la voiture et faire environ 1 heure de route pour aller jusqu'au seul hypermarché de l'île. Là, mon père commence à faire les courses et me dit d'aller chercher mes magazines. Du coup, je vais au rayon presse et je me jette sur mon journal de Mickey. Et qu'est-ce que je découvre parmi les autres BD ? Des comics. Et le titre X-Men 19. Pour être plus précis, celui des éditions Semic. En couverture, je peux y voir Gambit qui fait face à Dents de Sabre et je reconnais déjà certains éléments. Je décide donc de le prendre et de le montrer à mes parents. Ceux-ci me disent que je peux le prendre. Grosse erreur de leur part. Voilà, j'ai mis le doigt dans le monde des comics, c'est la fin pour moi, donc oui, ça fait bien plus de 24 ans que je me suis mis à lire des comics sans jamais m'arrêter. Revenons un petit peu plus sur le comics. Déjà, il y a cette couverture avec un Gambit ultra menaçant qui se bat avec un Dent de Sabre qui est au sol et qui semble avoir pas mal souffert. C'est des personnages que je reconnais du dessin animé. Il y a le terme vengeance, les superbes dessins d'Andy Kubert. J'avoue que j'ai très envie de savoir ce qui se passe dans ce numéro, et même de le relire. Chose assez exceptionnelle pour un numéro des X-Men, enfin c'est ce que j'apprendrai plus tard, c'est qu'il est découpé sous forme de chapitres par personnage. Ouais, étrange. On y découvre que l'Institut Xavier vient d'être remis en état, pour la Xème fois, ça je le découvrirai bientôt, et on se retrouve avec le professeur Xavier, Jean Grey et Cyclope, qui parlent de leur mariage qui vient d'avoir lieu. Par la suite, on enchaîne avec une scène sur le fauve que j'avais vu dans le dessin animé et qui dedans venait de se faire capturer par les sentinelles. Du coup, il est libre et il est en pleine expérience scientifique dans un labo à propos d'un certain virus Legacy. Ça doit rappeler des choses aux anciens lecteurs. On le trouve avec sa joie de vivre, son agilité féline et ses expressions typiques. Là, il va se faire interrompre par un personnage que je ne connais pas encore, Iceman. On comprend assez vite que quelque chose a l'air de tracasser Iceman, mais sans vraiment en savoir plus. Bon, au final, c'est qu'il a été possédé par Emma Frost pendant quelques temps. On enchaîne avec une scène sur Malicia qui rejoint Iceman à la piscine. On nous offre des cases magnifiques me créant un crush instantané pour Malicia avec une mutante tout en grâce qui finit simplement par s'écraser dans une piscine pleine de glace pour le plus grand plaisir de Bobby Drake. C'est à ce moment-là que je comprends un petit peu mieux les pouvoirs de Bobby et qu'on revient sur le principe de Malicia qui ne contrôle pas ses pouvoirs. Et donc ça la met en colère. On apprend au passage qu'il y a des soucis entre elle et Gambit et que leur relation est donc plus poussée que dans le dessin animé. On passe de cette petite scène de rigolade à l'entraînement d'une certaine Psylocke que je ne connais pas face à Jean Grey. Je me demande comment ça se fait qu'elle soit dans des tenues de combat aussi lourdes pour après très vite comprendre qu'en fait c'est une représentation d'un combat psychique. Et on se rend compte que la scène sert plus à montrer que Betsy a des soucis et a besoin d'un petit peu parler. Psylocke parle d'une certaine Quadon, que là je ne connais pas non plus. Décidément, il y a combien de personnages dans les X-Men ? La scène suivante est consacrée à Gambit, mais on y voit surtout Dents de Sabre en pleine séance d'entraînement dans la salle des dangers. Le tout sur la supervision de Cyclope. J'ai un petit peu du mal à suivre ce qui se passe là, j'avoue, parce que pour moi, Dents de Sabre, c'était un vilain. Gambit arrive et prend la place de Scott tout en augmentant le niveau de difficulté. S'ensuit un interlude avec un certain Adam à qui l'on parle du professeur Xavier. Ouais, faire plus de 4 pages sur le même personnage à la suite, ça a l'air d'être très compliqué, Et j'ai même le droit à une pub qui m'explique qu'il existe un autre comics adaptant la série télé en BD. C'est d'ailleurs la première fois et la dernière fois que je vais voir Serval dans le titre. Grosse déception. On repasse à Xavier qui se trouve avec un autre mutant inconnu pour moi, Bishop, alors que les archives de Xavier semblent complètement détruites. S'ensuit un autre interlude avec un personnage au look assez fou et qui semble avoir une collection de X-Men en cristal. Chacun son délire. Je découvre que c'est le fils de Xavier qu'on appellera plus tard Légion. On revient à Dents de Sabre qui se bat comme un diable contre les machines de la salle des dangers pour découvrir que le responsable est Gambit. Le tout finit en combat et on retrouve la scène de la couverture. Dents de Sabre menace alors Gambit de révéler un secret douloureux. Ça arrivera vraiment mais pas avant quelques années de lecture, donc t'es pas très crédible Victor. Malicia les surprend et a l'air de trouver ça tout à fait normal, et même super contente du fait que Gambit veuille la protéger. Elle décide de se reprendre en main et d'affronter son passé afin de se donner une chance avec Gambit. Mais pour ça, il faudra que je lise le récit complet Marvel, RCM, sur Malicia dans quelques mois.
On repasse à la pleureuse Iceman qui est de retour avec le fauve. C'est l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur ce qu'est le virus Legacy. Puis on a le droit à un moment d'apitoiement de Iceman, oui encore. En épilogue, on retrouve une scène identique à celle d'intro avec Xavier, Jean Grey et Scott qui décident d'aller de l'avant. Du coup je tourne la page et il n'y a plus de chapitre. On a changé de dessinateur. Ici, c'est du Terry Dodson. On a l'impression d'avoir changé d'époque aussi, car on se retrouve en pleine Seconde Guerre mondiale. Alors là, le moi de 11 ans, il comprend que dalle. Je capte vite fait qu'il s'agit d'un Summers, le même nom de famille que celui de Cyclope, que c'est un flashback, c'est peut-être le père de Cyclope, qu'il a un accident d'avion, puis on retrouve le Adam de tout à l'heure, donc c'est peut-être lié en fin de compte. Je comprends qu'il a des pouvoirs, mais qu'il ne semble pas être humain. Il vient au secours de Summers, et on enchaîne avec Jean Grey, Scott et le fauve dans le petit nid douillet des jeunes mariés. De son côté, Adam fait tout pour garder Philip Summers en vie, oui parce qu'en final il s'appelle Philip, malgré le fait qu'il perde la vue. Et là, je comprends que Philip est en fait le grand-père de Scott. On enchaîne sur un autre interlude, dans le désert, avec Légion et ses statues de cristal. Faut croire qu'il les trimballe partout, c'est vraiment chelou. Puis on passe à la Nouvelle-Orléans avec la guilde des voleurs et la guilde des assassins, et une certaine Belladonna qui promet de se venger de Gambit. Là aussi, il faudra que j'attende le RCM sur Gambit quelques mois plus tard. Mais dis donc, on nous fait vachement voyager dans les X-Men. Les secours finissent enfin par trouver Adam et Philip, et on retrouve ce dernier dans un lit d'hôpital entouré de Scott et Jean. On apprend qu'il a failli y passer, qu'il a définitivement perdu la vue, mais qu'il s'en sortira. Jean, grâce à ses pouvoirs psy, arrive à localiser Adam qui voulait rester incognito, et elle va parler avec lui. Adam demande à Jean de les lier télépathiquement afin que Philip puisse voir les voyages d'Adam dans l'espace. Adam part et on découvre que deux personnages espionnent Jean et Scott. Oh mon dieu, quel suspense! J'avoue que c'était assez déroutant pour moi de voir que les deux épisodes ne sont pas vraiment liés, mais pour autant j'ai trouvé l'histoire sympa, même si moins intense que la première. Je tourne la page suivante, et là encore, un nouvel épisode avec en plus un chapitre 4. Sauf que je suis loin de comprendre que c'est plus la même série. Là, c'est du X-Men Unlimited. Je vois Scott et Jean Grey accompagnés d'un blond en blouson de cuir et d'une femme aux cheveux verts tombés dans une sorte de jungle. Oui, au final, c'est Havok et Polaris, et le tout se passe en terre sauvage. Mais ça, je le comprendrai bien plus tard. Ils se trouvent face à un ptérodactyle qui semble se nommer Sauron. Non, à l'époque, je connais pas encore le Seigneur des Anneaux, donc j'ai pas la référence. Je comprends assez vite que mes deux héros inconnus ont l'air d'être aussi en couple. Sauron les rattrape et transforme les femmes en version maléfique d'elles-mêmes. Je découvre qu'Alex est en fait le frère de Scott et les deux finissent par chuter dans un temple. Je comprends aussi qu'il y a l'air d'avoir une certaine animosité entre les deux. De retour à la surface, les deux hommes arrivent à repousser Sauron et à libérer ces dames de leur emprise. Et oui, pas de combat debout pour aujourd'hui. Jean essaye d'atteindre l'homme dans le corps de Sauron et de l'aider. Lycos se suicide alors psychiquement pour les sauver et les X-Men peuvent repartir. C'est ainsi que se termine cet épisode des X-Men avec une quatrième de couverture qui est juste sublime et qui me fera rêver pendant des années. Alors si on doit résumer, ce comic c'était assez dur d'accès pour moi. Entre l'aspect chapitre, les personnages que je connais pas, prendre l'action en route alors que les histoires sont à suivre, faire le lien entre ce qui est dit et le reste, des épisodes qui ne se suivent pas, faire le lien avec le dessin animé, et malgré tout ça, j'ai adoré, entre les personnages, les dessins, le mystère, c'était vachement cool. J'ai tellement aimé que la semaine suivante, je suis revenu et cette fois j'ai craqué pour le Serval numéro 37. Et là encore, quelle couverture! Logan dans des décombres, en costume, avec des griffes qui ne semblent plus être en métal, et un aspect beaucoup plus adulte, le tout sous le crayon de l'autre frère Kubert, Adam, j'étais à nouveau sous le charme. Par la suite, j'ai pris un plaisir de dingue toutes les semaines à suivre les X-Men à la télé et en comics dès que je pouvais. De ce côté-là, j'essayais de prendre tout ce qui se rapportait de près ou de loin aux mutants. Oui, même les apparitions de quelques cases dans les autres séries. À l'époque, on n'avait pas Wikipédia et je connaissais personne qui lisait des comics. Du coup, je devais essayer de rassembler les pièces du puzzle pour comprendre l'histoire globale et c'était un vrai plaisir. Même si parfois je m'imaginais des trucs totalement à côté de la plaque. Et alors que je commençais à comprendre quelque chose, on tombe en pleine ère d'Apocalypse, un univers alternatif dont je vous ai déjà parlé en vidéo, où tout se passe différemment. Ça aura été perturbant, mais je n'ai pas pour autant arrêté les X-Men. Puis, le deal entre les éditions Semic et Marvel s'achève, sans vraiment que je comprenne pourquoi. Du coup, du jour au lendemain, plus de comics Marvel à l'île Maurice. Entre temps, j'ai commencé à lire aussi des publications Image de l'époque, avec Witchblade et Spawn entre autres, et je découvre qu'un libraire de Lille vend des fascicules Superman et Batman en VO, pour lesquels j'ai dû faire des progrès en anglais en plein No Man's Land. C'était pas la meilleure idée. Il me faut attendre mon retour en France l'été pour découvrir Marvel France et retrouver mes mutants adorés. Voilà qui conclut cette vidéo plongée dans mon premier comics. J'espère que ça t'aura fait sourire de revivre cette époque avec moi. N'hésite pas à me raconter ton premier contact avec les comics et comment tu l'as vécu à l'époque. Pour ne rien louper, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, voire même à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Si tu veux m'aider avec la chaîne, n'hésite pas à faire un tour sur Tipeee ou Utip afin de m'aider à faire évoluer le matériel. On se retrouve bientôt et d'ici là, lisez de bons comics. See ya!